Le moment parfait n'existe pas. C'est vraiment une illusion. Le meilleur moment pour démarrer, c'était clairement hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est clairement aujourd'hui. Demain, c'est déjà trop tard. Attendre, c'est perdre du temps, c'est perdre de la motivation. Et moi, je suis vraiment un fervent supporter de tester, d'échouer et après d'optimiser de manière ultra rapide toutes les erreurs que j'ai pu faire. Réfléchissez à comment un simple verre, vous pouvez le rendre sexy pour que tout le monde ait envie de l'acheter. C'est ça, construire une brand. Lorsqu'on se lance dans un projet entrepreneurial, il y a une tonne d'erreurs à surtout pas faire qui peuvent te coûter très cher. Le type d'erreur qui peut te faire perdre ton temps, ton énergie, mais surtout ton argent. Dans cette vidéo, je t'ai listé les plus grosses erreurs à ne surtout pas faire. La première erreur à ne pas faire, c'est vraiment se lancer sans valider la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu décides de faire un produit mais qui répond à aucune demande, ni à aucune offre. Enfin, tu vois, c'est vraiment la balance entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, tu as une demande. À ce moment-là, il faut faire un produit qui est en face. Mais si tu vois que tu as un produit qui est vraiment niché, il n'y a aucun intérêt, ça sert à rien de se lancer. À ce moment-là, tu réfléchis à un autre produit et tu le lances une fois que tu vois qu'il y a vraiment de la demande. Vraiment, l'offre et la demande, c'est vraiment le combo parfait pour réussir. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire une étude de marché et vraiment tester mon idée sur une petite audience. Pour tester votre idée rapidement et la confronter, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est utiliser Hostinger. Hostinger, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet de créer des sites web grâce à l'IA sans aucun effort en seulement quelques secondes. La toute première étape, tu choisis ton nom de domaine et c'est entièrement offert. Derrière ça, l'IA prend le relais. Tu remplis un rapide questionnaire sur ton projet et en quelques secondes, Hostinger te génère un site très quali, structuré et prêt à l'emploi. Tu peux tout modifier facilement. Les couleurs, les polices, les images. Tu peux organiser les sections en glissant-déposer, même depuis ton téléphone. En plus de ça, je sais qu'ils ont un super bon support. Français, dispo 7 jours sur 7 et qui est fiable. En termes de pricing, si vous démarrez, le plan business est top. Et globalement, tous leurs tarifs sont super abordables. Ils ont un plan qui démarre à moins de 4 € par mois. Je fais rarement ça, mais j'ai pu voir avec eux et pour ma communauté, avec le code TaylorShish, vous avez 10% supplémentaire sur tous les plans de 12 mois et plus. Je vous ai mis le lien en description en espérant que cela pourra en aider certains. La deuxième erreur que je vois souvent, c'est vraiment des gens qui ciblent un marché qui est soit trop petit, donc qui est peut-être un produit de niche mais qui vraiment est petit, ou qui est déjà ultra saturé sans aucune différenciation. C'est comme si aujourd'hui je décide de lancer une marque de compléments alimentaires et je prends exactement la même boîte que je vois dans une pharmacie et je l'appelle autrement. Il y en a sûrement qui le font en version dropshipping. Moi, je suis plutôt un brand builder. J'aime créer des marques et créer des différenciations quand je crée quelque chose. Donc, si demain je décide de créer des compléments alimentaires, je vais prendre le temps que ça prend. Et même s'il y a déjà des tonnes et des tonnes de compléments alimentaires, je vais trouver vraiment le petit détail qui va faire que je vais être différent. Le packaging, la boîte, le marketing, la communication, vraiment tous ces trucs-là. Par exemple, là, je prends des compléments parce que c'est vraiment mon sujet du moment. Et c'est vrai que quand je vais dans une pharmacie, je sais pas maintenant je m'y connais, mais je me mets à la place d'un client. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il comprend pas. Donc moi, si je fais ça, je vais décider de faire une marque de compléments, de marketer à mort et vraiment d'expliquer exactement quel produit sert à quoi. Je vais essayer d'éduquer et après de proposer mon produit. Donc ça, c'est typiquement un type de différenciation. Et ça marche sur n'importe quel type de boîte. Peu importe ce que vous allez faire dans votre activité ou dans votre vie. C'est vraiment cibler un marché et trouver une différenciation si le marché est déjà ultra saturé. Ensuite, c'est construire un produit ou un service qui ne résout pas du tout de problème. On perd du temps quand vraiment on décide de passer énormément de temps à monter une boîte ou un produit ou un service, peu importe quel qu'il soit. Et en fait, on se rend compte que ça ne s'adresse à personne et que ça va ça va pas résoudre le problème de chacun. Quand vous avez l'idée d'un produit, c'est d'essayer de trouver quel type de client vous allez pouvoir avoir et est-ce que ça va vraiment apporter du bienfait et résoudre un problème dans la vie de tous les jours des gens. C'est comme ça que ça fonctionne. Peu importe ce que vous allez monter. Autre point que je vois régulièrement, c'est vraiment que le moment parfait n'existe pas. C'est vraiment une illusion. Le meilleur moment pour démarrer, c'était clairement hier. Et le deuxième meilleur moment pour démarrer, c'est aujourd'hui. Pour moi, vraiment, attendre, c'est perdre du temps, c'est perdre de la motivation. Et moi, je suis vraiment un fervent supporter de tester, d'échouer et après d'optimiser de manière ultra rapide toutes les erreurs que j'ai pu faire. Je suis pas là à me dire j'ai échoué. Je suis plutôt là à me dire ok, j'ai appris. Voici mon expertise maintenant. Comment je peux corriger ces points faibles? Donc vraiment, quand vous lancez quelque chose, n'attendez pas que le produit soit parfait parce que il va forcément amener à évoluer. Et dans n'importe laquelle de mes boîtes, tout ce que j'ai pu faire de A à Z, que ce soit des restaurants, alors je parle pas de l'immobilier, mais en tout cas que ce soit de la restauration, que ce soit de la tech, tous les types de produits ou services que j'ai pu lancer, à chaque fois j'ai évolué, mon produit a évolué avec moi au fur et à mesure du mois, des années et du temps, et c'est un produit qui est arrivé à maturité. Il faut pas attendre que tout soit parfait, voilà, il faut que le produit soit live, et en fait justement essayer de tester auprès d'une audience et voir un petit peu les erreurs pour évoluer et optimiser son produit.
C'est quoi une mauvaise gestion financière? Il y a plusieurs points. Le premier pour moi qui me vient à l'esprit, c'est tout de suite dépenser trop vite sans avoir aucun retour sur un investissement. C'est-à-dire en gros, vous avez de l'argent et vous commencez à dépenser, à spend, et vous avez vraiment genre il y a pas de retour, il y a pas de vente en face, vous allez trop investir dans quelque chose et en fait vous allez vous retrouver à court de fuel comme une voiture et là vous êtes vraiment dans la merde. Donc vraiment, ne dépensez pas trop vite, n'essayez pas de passer de 0 à 100 en l'espace de 2 semaines. De l'argent, c'est un budget. Si vous avez 10 000 euros sur un compte ou 1 000 euros sur un compte, vous n'allez pas aller dépenser 10 000 euros. Vous allez budgétiser, vous allez garder pour telle ou telle partie. Quelques euros pour les courses, quelques euros pour votre loyer, quelques euros pour les sorties, etc. Gérer une entreprise, c'est exactement comme gérer son compte perso ou son compte pro, peu importe. C'est littéralement faire attention à son argent et ne pas dépenser trop vite sans savoir où on va. Le deuxième point que je vois sur la mauvaise gestion financière, c'est vraiment mal gérer sa trésorerie et se retrouver à court de cash. Ça, c'est le pire, vraiment, c'est vraiment la pire des choses. C'est-à-dire qu'en fait, vous commencez à faire de l'argent et là, vous commencez encore une fois à dépenser sans avoir aucun plan financier, aucun tableau, rien du tout, pas de prévision et pas de provision pour des futurs coûts. Et là, vous allez vous retrouver à court de cash. Et là, c'est très compliqué, très problématique quand on se retrouve à court de cash parce qu'on a mal dépensé notre argent. L'éducation financière, elle est extrêmement importante. Apprenez à gérer votre argent. Faites des provisions, faites des prévisions et gérez votre trésorerie. La troisième erreur que je vois souvent, c'est les gens, par exemple, ils vont tout mettre dans leurs produits. Et du coup, ils prévoient pas du tout de poche, donc d'enveloppe, d'argent, pour l'acquisition et l'expansion. Et si demain vous avez un produit, vous lancez un produit, peu importe ce que vous allez faire, ou une start-up, un site internet, une application, ou peu importe. Le but, c'est que quand vous avez un produit, il vous faut communiquer pour avoir des clients et pour permettre de vendre. Donc vraiment, c'est extrêmement important de pas tout burner, de pas tout cramer en termes d'argent et vraiment de prévoir toujours un budget pour l'acquisition et l'expansion. C'est le seul et unique moyen de faire entrer de l'argent. Ok, il y a de la valorisation en fonction de ce que vous allez faire, par exemple, potentiellement dans la tech, mais à un moment, il faut garder du budget pour communiquer et avoir de plus en plus de clients, parce que même la valorisation se fait par l'expansion du nombre de clients. Donc, gardez et prévoyez du budget pour ça, surtout aujourd'hui en 2025, et depuis quelques années maintenant, on sait particulièrement que la communication, les réseaux sociaux, la publicité et le marketing, c'est ce qu'il y a de plus important dans une entreprise. Enfin, c'est un des points les plus importants. Donc, voilà, gardez de l'argent et ne minimisez pas sur la partie acquisition client et communication, marketing. Ça, c'est vraiment un point que je vois tout le temps. Les gens qui me disent « Oui, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à développer ma boîte, je perds de l'argent, etc. » Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui veulent vraiment tout faire tout seuls. Je vais pas leur jeter la pierre parce que moi, je sais que quand j'ai commencé, j'ai ouvert mon premier restaurant, enfin, j'aurais des boîtes de nuit, mais quand j'ai ouvert mon premier restaurant, La Parisienne, c'était vraiment une cantine d'artistes. Et quand j'ai monté cette affaire, j'arrivais pas à me développer. Je voulais faire tout seul. Alors, je vous dis pas que j'étais à la cuisine, mais je voulais tout gérer. Je voulais gérer les commandes, je voulais gérer le marketing, je voulais gérer le RP, enfin, tout de A à Z dans ma boîte. Et c'est important au début. Mais en fait, à vouloir tout faire tout seul, c'est là où on perd le plus d'argent, le plus de temps, le plus d'énergie, le plus de motivation. Donc vraiment, il faut pas hésiter à déléguer. Et j'avais mon premier patron qui me dit toujours la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc c'est pas parce que vous déléguez que vous donnez votre bébé. C'est juste que ça vous permet en fait de gagner du temps pour d'autres tâches et de pas ce que j'appelle avoir la tête dans le guidon. Donc vraiment déléguer pour éviter de s'épuiser. Parce que si vous vous épuisez mentalement et physiquement, c'est clairement la fin de votre boîte. Donc vraiment soyez hyper attentifs sur ce point-là. Et ne pas hésiter. C'est pas parce qu'on demande de l'aide qu'on est faible. Moi je suis le premier. Je me suis toujours entouré soit de mentors, soit en fait de gens autour de moi. Et c'est pour ça que j'ai toujours vraiment dépensé et mis énormément de temps et d'énergie pour me consolider et me construire un réseau. Donc vraiment, c'est important d'avoir des gens autour de vous qui sont meilleurs que vous, qui font la même chose que vous, des gens que vous respectez, des gens que vous admirez et d'avoir un réseau même qui est en dehors de votre zone d'activité ou de génie, mais qui permet d'avoir des conseils, de dire voilà, aujourd'hui, j'ai cette problématique-là, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Donc vraiment, entourez-vous et développez votre réseau. Moi, je vois tellement de gens autour de moi qui me disent « Ouais, j'ai un projet, j'aimerais t'en parler. » Non, mais attends, faut pas que je t'en parle, je sais pas si je peux t'en parler, j'ai peur que tu me piques l'idée, ou pas à moi, mais même à d'autres personnes. Oui, non, je garde un truc secret. Moi, je suis pas du tout dans ce truc-là. Moi, je pars du principe que on est déjà des gens qui sont tous occupés, j'ai pas à attendre que tu me donnes une idée pour la faire. Donc moi, quand j'ai une idée en tête, déjà, elle est forcément beaucoup plus mature que la personne qui est en face de moi, et je pars du principe que même la concurrence, pour moi, c'est quelque chose qui est assez important, parce que s'il y a de la concurrence dans un secteur, c'est qu'il y a vraiment un intérêt pour ce secteur-là. Et moi, quand j'ai une idée, j'hésite pas, j'en parle à tout le monde. Tiens, j'ai envie de lancer ça, j'ai envie d'investir dans ça, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je m'en fous, je partage, parce que je me dis pas, tiens, si lui, il entend mon idée, je vois tellement de personnes qui me disent ça, et à la fin, quand tu écoutes leur idée, vraiment, c'est des idées qui sont farfelues et qui n'iront jamais au bout. Donc non, moi, je pense que quand vous avez une idée, faut pas hésiter à en parler à des gens, rien que pour avoir leur feedback. Ça n'a pas de prix, en fait, d'avoir des feedbacks de quelqu'un. C'est pas pour autant que si quelqu'un vous dit non, c'est bien ou c'est de la merde, qu'il faut y aller ou pas y aller. Mais moi, je pars vraiment du principe que en parler, déjà, ça éveille la curiosité et ça vous donne tout de suite des feedbacks sur ce qui peut être bon ou
mauvais sur le produit. Et moi, dès que je fais quelque chose, j'appelle 20 personnes, je dis voilà, j'ai envie de lancer ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est un point d'honneur que je mets parce que je vois tellement de gens qui essaient de cacher ce qu'ils font. Alors si effectivement vous avez une recette pour guérir le cancer, pourquoi pas, mais là on parle de produits, on parle de services, on parle d'activités, que ce soit du retail, du produit physique, peu importe, mais voilà, on n'a rien inventé. Et même si on invente quelque chose, parlons-en pour avoir des feedbacks. Enfin moi en tout cas c'est un avis, un conseil que je donne et que je m'applique à moi-même. Ça, c'est un point. Vraiment, je vois tellement de gens qui recrutent mal ou qui s'associent mal. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, ils ont peur de faire les choses seuls. C'est un peu paradoxal par rapport au point précédent que j'ai dit. Faut pas faire les choses seuls, mais faut pas non plus s'entourer ou s'associer avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans vos valeurs ou qui n'a pas la même vision. C'est important, c'est d'avoir la même vision. Et moi, la plupart du temps, j'ai pris des gens qui avaient la même vision que moi, qui étaient déterminés comme moi. Et en fait, on n'avait pas d'option B. Notre option B, c'est notre option A, c'est vraiment de réussir le produit. Et même si ça marche pas, on aurait essayé tous ensemble. Mais vraiment, il faut ne pas embaucher trop vite des personnes ou s'associer avec des gens juste pour vous dire non, j'ai pas envie de le faire seul. Prenez le temps, allez à la rencontre des gens, voyez des personnes. Et en fait, c'est au fur et à mesure que vous allez rencontrer des gens avec qui vous allez vous associer, des gens que vous allez recruter, mais ne recruterez pas mal et ne recrutez pas trop vite. Ce qui est important aussi quand on recrute quelqu'un ou quand on s'associe avec quelqu'un, et ça je le vois assez régulièrement, c'est vraiment la bagarre entre les associés. C'est pour ça que moi, dès le début, quand on choisit un associé, il faut réellement pas choisir un associé par affinité, mais il faut choisir un associé qui est complémentaire. Quelqu'un qui fait quelque chose que vous ne faites pas. C'est ça le but d'un associé. Vous avez une vision commune, vous avez des skills différents et vous allez les mettre ensemble pour arriver à un point, en fait à une finalité, c'est de vraiment que votre entreprise fonctionne. Choisissez votre associé pas par affinité, mais par compétence. Pour moi, c'est un point qui est extrêmement important parce qu'en fait, ça peut vous énerver au fur et à mesure du temps si vous associez par exemple avec votre meilleur ami mais qu'en fait, il vous sert à rien et vice versa. Donc, prenez des gens qui sont complémentaires à vous et ce n'est pas grave de pas s'associer avec des amis. Moi, la plupart des boîtes que j'ai montées, c'était avec des gens qui étaient pas forcément mes amis de base et qui sont devenus par la suite. Mais voilà, j'ai toujours privilégié en fait des personnes qui sont complémentaires à moi et non par affinité. C'est ça qui montre la différence entre un entrepreneur qui va se battre pour sa boîte et quelqu'un qui va vraiment lâcher au premier obstacle. C'est vraiment le manque de résilience. La résilience, ça fait tout. Aujourd'hui, on peut être les meilleurs dans ce qu'on fait. J'ai un petit exemple, c'était Tarantino qui disait ça lors d'une interview. La personne en face de lui disait mais 4 derniers films que vous avez faits, c'est des chefs-d'œuvre, vous êtes numéro 1 aux charts, ça cartonne, enfin numéro 1 au cinéma, vous gagnez des Oscars de partout, vous êtes. Et il a répondu une phrase qui est assez ouf et il a dit ouais effectivement les 4-5 films que j'ai faits sont des chefs-d'œuvre, des cartons, mais en fait vous oubliez en fait les 20 films d'avant que j'ai fait qui n'ont pas marché. Et ce qu'on appelle la résilience, parce que la plupart des gens, ils auraient fait 1 film, 2 films, 3 films, ils auraient arrêté parce qu'en fait ils n'ont pas ce courage à remonter en selle pour pouvoir faire une pépite quoi. C'est pareil dans n'importe quelle activité, c'est pareil dans tous les domaines possibles et inimaginables. C'est pas parce que vous allez échouer 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois que vous allez échouer la 21e fois. Je pense que quand on est entrepreneur, il faut mettre vraiment son ego de côté et la peur de l'échec et de l'obstacle. Il faut vraiment se dire ok c'est pas grave, ça n'a pas marché, je refais. Ça n'a pas marché, je refais jusqu'à temps que ça marche. Ça va forcément marcher un jour ou l'autre. Et on l'a bien vu, un exemple, c'est le plus connu, voilà, Elon Musk qui a envoyé 2 fusées qui se sont plantées et il a pas lâché l'affaire, il était au bord du gouffre, il avait plus d'argent, il était en dette, voilà, il allait tout perdre, il a lancé une 3e fusée, ça a fonctionné. Donc en fait, il faut pas hésiter à se mettre, pas en danger, mais à se dire ok, c'est pas un échec, c'est un obstacle, qu'est-ce que je peux faire en gros pour surmonter cet obstacle et y arriver. Ce que moi je vois assez régulièrement, c'est vraiment ce manque de résilience et des gens qui abandonnent dès le premier obstacle. Et c'est pas grave, c'est juste qu'en fait vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur ou avoir en fait les épaules pour. Donc vraiment, quand on choisit d'avoir des responsabilités, il faut vraiment pas avoir peur de l'échec. Et dernier point, ce que je vois souvent, c'est que les gens ne savent pas pivoter leur boîte quand le marché l'exige. C'est-à-dire que une fois que vous avez votre produit ou votre société, les gens, ils ont une idée de départ d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans. Ils savent pas s'adapter ou pivoter leur boîte et s'adapter au marché. Et ça, c'est le pire des trucs. Pensez qu'on est intouchable. Et là, j'ai une tonne d'exemples de grosses entreprises qui ont fait faillite parce qu'en fait, elles sont restées sur le même marché, sur la même cible. Alors, on parle pas de grandes surfaces, on parle pas de trucs comme ça. On parle de boîtes qui sont sur un marché, qui n'ont pas pivoté leur business model et qui ne se sont pas adaptés. Ça, c'est dans le manque de résilience et le manque d'adaptabilité, le fait de pas savoir pivoter quand le marché en fait exige, c'est un vrai problème. Je vois tellement de gens qui passent trop de temps à tout planifier sans jamais se lancer. Et en fait, ils ont perdu toute la trend. Parfois, vous savez, vous avez des produits, il faut être live assez rapidement. Et en fait, à force de réfléchir, à force de perdre du temps, ils planifient, ils se lancent jamais. Donc, je le répète encore une fois, le meilleur moyen de se lancer, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est clairement aujourd'hui. Demain, c'est déjà trop tard. Et quand je parle d'impatience, c'est le fait de vouloir des résultats immédiatement et vraiment sous-estimer ce que j'appelle le taux de croissance. C'est-à-dire que vraiment, l'entrepreneuriat, c'est une course de fond, ce n'est pas un sprint.
D'avoir des résultats, bien sûr, c'est ce qui permet de faire vivre une boîte et c'est ce qui permet de vous encourager. En fait, les résultats, ça prend du temps. Et encore une fois, ça peut prendre 1 mois, 1 an, 10 ans. À force de travail et d'acharnement, ça va finir par payer. Mais il faut vraiment ne pas être impatient sur les résultats et vraiment mettre en avant et en honneur le temps de croissance. Parce que ça prend du temps. C'est comme un enfant. Quand il naît, il n'est pas adulte, c'est pas Benjamin Button. Il n'est pas adulte à 1 an. Non. Et dans une entreprise, c'est exactement pareil. Ou même dans l'immobilier. On fait des fondations, ensuite on fait le premier étage, on fait le deuxième étage, on fait l'isolation, on fait la toiture, on fait l'intérieur. Et après, une fois qu'on a tout fait, la maison est belle. Mais vraiment, ne pas sous-estimer le temps de croissance et ne pas être impatient. Et je sais que c'est difficile en ce moment parce que sur les réseaux sociaux, je vois tellement, en fait, tout le monde est millionnaire, tout le monde est milliardaire en très peu de temps. Mais non, ça prend du temps. Ça prend du temps de réussir, donc ne soyez pas dans le rush. Je vois tellement de gens aujourd'hui qui sous-estiment l'importance du marketing et de la visibilité. Mais à contrario, je vois également des boîtes qui n'avaient pas l'habitude d'investir et qui se pensaient intouchables, qui maintenant travaillent de plus en plus avec une tonne d'agences et avec une tonne de personnes qui sont spécialisées vraiment dans le marketing et pour avoir en fait un maximum de visibilité, et ce qui permet de faire de la growth. Parce qu'aujourd'hui, on le voit même avec YouTube ou la télé, j'ai vu les stats, on était passé à la barre des 50%, on avait autant de gens qui regardaient la télé que YouTube. Donc pour vous montrer à quel point en fait, ça y est, tout ne se passe pas à la télé. Donc maintenant, tout passe à travers effectivement les réseaux sociaux, le marketing, la visibilité, la communication, etc. Les gens minimisent et ne travaillent pas assez sur leur image et sur le personal branding. Parce que les gens maintenant, ils aiment, c'est comme dans des séries, ils s'accrochent à un personnage. Donc vraiment, travaillez votre personal branding, mais ce que je ne supporte pas, et ça je le vois sur les réseaux, c'est les gens qui font un personal branding, mais qui est vraiment genre, il y a trop de cinéma, on voit que c'est pas naturel, ça je ne supporte pas. Donc quand je parle de travailler son branding, c'est en fait rester naturel. Ne soyez pas la copie de quelqu'un, ne faites pas du récital. Vraiment, ayez votre propre personnage, votre propre marketing, votre propre visibilité. Moi, à chaque fois, les gens me disent « Ouais, tu t'habilles beaucoup » à l'époque. Moi, je pars du principe qu'on n'est jamais overdress. Je vais toujours m'habiller, peu importe ce que je vais faire. Ça, c'est mon branding. Et j'ai pas l'impression de jouer un rôle parce que c'est comme ça que je suis dans la vie de tous les jours. Donc, soyez naturel, mais travaillez votre image et travaillez votre branding. Et c'est pareil, quand vous lancez une marque ou un produit, là, on parle de personal branding à proprement parler, mais même dans une marque ou dans un produit, il ne faut pas construire une marque ou un produit sans se différencier. Je le répète, l'histoire du complément alimentaire, ça peut se mettre sur n'importe quel type de produit. Vous faites une marque de complément alimentaire ou une marque de verre, essayez de construire un branding fort avec des différenciations et ce qui va permettre aux gens de vouloir l'acheter. Faites tout pour que ce verre soit le verre le plus acheté au monde. Réfléchissez à comment un simple verre, vous pouvez le rendre sexy pour que tout le monde ait envie de l'acheter. C'est ça, construire une brand. Le dernier point que je vois sur la partie branding et marketing, c'est vraiment le fait de mal communiquer. C'est-à-dire en fait de ne pas avoir la bonne promesse, de mal communiquer un message et ne pas créer en fait de connexion avec son audience. Il n'y a pas pire que de lancer un produit, mais c'est un produit qui peut être parfait, fini, mais en fait avec un mauvais moyen de communication parce qu'en fait on l'a pas assez détaillé, on sait pas ce que c'est, on s'adresse pas à la bonne personne et en fait notre message, notre promesse n'est pas claire. Quand vous faites quelque chose, si demain vous lancez un verre, vous allez dire ok, ce verre-là, c'est le plus beau verre au monde, c'est le verre le plus solide au monde, c'est vraiment le verre des stars. Ça, c'est un message clair. Est-ce que tu veux acheter ce verre ? Oui, parce que c'est les meilleurs verres au monde. Vraiment, ayez un message clair et communiquez un message clair sur votre produit ou votre activité. La conclusion de tout ça, c'est vraiment lancer un business, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il faut une vision claire, une bonne exécution et vraiment une capacité à apprendre vite, à sauter les obstacles et les barrières. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez adhérer à mon club d'affaires important, vous avez le lien juste en dessous dans la bio. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.